Est-ce si on repousse légèrement l'écran, juste pour on ait un petit peu d'espace, Ouais, tu vois, un ouais, petit parce que là, peu. on est un peu écrasés tous les deux. Ben, c'est pas dramatique non plus, mais... Eh bien, j'espère que tout le monde m'entend, à la fois en présence et à distance. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir bravé cette soirée un petit peu fraîche, je trouve, à mon goût, et pour pouvoir vivre cet instant de vie communautaire. Et bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Merci aussi de votre fidélité. Merci de vos petits messages que vous nous envoyez, que ce soit dans la discussion ou après coup. Ça nous fait toujours très plaisir parce que c'est pas parce que vous êtes loin qu'on vous oublie. Donc, aujourd'hui, et un point, excusez-moi, technique, n'oubliez pas d'éteindre votre caméra si vous ne souhaitez pas, évidemment, être enregistré, puisque, comme vous avez certainement pu le constater, cette séance est enregistrée pour que nous puissions ensuite la diffuser. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Alors, une, une journaliste de l'Humanité, dans un article sur l'autrice ici présente, disait que, au fond, il y avait une forme de, un effet miroir saisissant entre donc Dale Killhofer, ici présente, et Polly Murray, celle que ce livre ressuscite pour nous. Et parce qu'effectivement, nous avons affaire à donc Dale Killhofer, qui est euh, militante chrétienne et engagée, militante très concrètement. Je vous donne un exemple par le fait qu'elle a pu organiser, mettre en place le festival Ritu, tu me Confirme? corrigeras, Oui. et qui est un festival féministe et familial, en partant du constat, hélas assez juste, que c'est dans la famille, la structure familiale, que se conservent encore beaucoup de clichés hétéronormés. Plus que des clichés, c'est là où se passent les plus grandes violences, en fait. Ouais. On a plus de chances de se faire tuer par son partenaire ou ex-partenaire que par un inconnu dans la rue. Pardon, je Ouais. me permets, mais pour moi, c'est tellement essentiel. C'est la militante qui commence déjà à sortir, voilà. Oui, moi, d'ailleurs, je le dis de manière générale, n'hésite pas à compléter ce que je dis, hein. Et, euh, et donc, voilà, deux figures aussi liées à l'Église épiscopale, on y reviendra, et deux figures féministes, et, mais aussi des intellectuels, puisque donc Dale Killhofer a écrit ce livre. Un deuxième, j'ai vu, j'ai appris un deuxième livre Il y a qui un est paru deuxième livre entre-temps. qui est paru, ouais. Peut-être que tu pourras nous en parler Ok. plus tard, mais voilà. Et donc, c'est une figure, voilà, on a deux figures ici qui sont marquantes. Et quand, à la lecture de ce livre, je m'étais interrogé. C'est un livre qui est relativement court, on va dire, par son nombre de pages, 125 pages, mais qui est extrêmement dense parce qu'il nous reflète une vie qui est dense, hein. Pauline Murray est une sainte, je le dis au sens, elle a été reconnue comme sainte par l'Église épiscopale, hein, donc c'est une sainte au sens strict, euh, qui a eu 15 vies en une, et donc ça donne un livre qui est extrêmement riche, et elle est, je me suis demandé comment caractériser en un mot ce livre. Et je me suis dit que c'était un livre sur le regard, au fond, sur, sur l'importance de regarder certaines choses ou ne pas les regarder. Il y a des questions de perspective dans le livre qui sont très intéressantes. Il y a d'abord la chose qui crève les yeux et que justement on fait tout pour ne pas voir. Il y a une scène comme ça très savoureuse, une des actions militantes de Paul Murray dans les États-Unis de la guerre durant la Seconde Guerre mondiale, où euh, le,
elle vient avec des militants noirs dans un restaurant où ils ne sont pas censés être, donc ils ne sont pas servis, mais comme ils sont très pacifiques, la police ne veut pas intervenir pour les chasser, et donc ils restent là dans ce restaurant sans personne qui les sert et sans personne, tout le monde fait comme si on ne les voyait pas. Et voilà, là, c'est le moment où, voilà, où il y a quelque chose qui crève les yeux, qui est évident, une injustice que tout le monde constate, mais que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Ou un peu comme le fait que, voilà, comme elle le dit elle-même, on est assez dans la guerre, on est blanc et noir sont suffisamment égaux pour mourir ensemble, mais ils ne peuvent pas partager le repas ensemble. Et puis il y a aussi des regards, des choses qu'on n'arrive pas encore à voir. Et ça, c'est parmi les pages les plus touchantes, j'ai trouvé, de l'ouvrage. Paul Murray, c'est visiblement presque toute sa vie interrogé sur son genre, enfin, pour savoir si elle était femme ou homme. Enfin, elle a longtemps, elle a pris des traitements et puis surtout, elle a beaucoup interrogé les médecins pour savoir si elle n'avait pas des organes masculins qui seraient mal descendus, etc. Mais ce qui est très touchant, c'est qu'elle se pose ces questions-là à une époque où on n'a pas de visibilité là-dessus. Et c'est du coup quelque chose d'assez tragique dans son existence. Voilà, donc, et donc, au fond, vous l'avez compris, et d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton livre, il s'agit de quelque chose, un livre qui est vraiment une sorte d'illustration par la vie même de Paul Murray de la question de l'intersectionnalité. Cette femme noire euh, qui est au croisement de nombreuses discriminations, euh, qui est peut-être qui s'interroge sur son genre, et donc c'est pour ça que c'est un livre sur regard. C'est on croise on croise un certain nombre de perspectives différentes qui peuvent malheureusement cumuler les discriminations. Et ça, c'est quelque chose que c'est une leçon, à mon avis, importante pour la théologie et donc aussi pour l'Église. Oui, j'accélère quand même parce que. C'est toi qui fais la conférence. Moi, il y a eu un doute. En même temps, il est super bien lancé, donc voilà. Je termine en une phrase. Pourquoi c'est important pour la théologie et donc pour les églises? Parce que la théologie, c'est jamais que la façon dont les églises pensent leur action, c'est que pendant des siècles, la théologie et donc l'église s'est pensée sur le mode d'une théologie d'en haut, en quelque sorte, une théologie abstraite qui prétend à une forme d'objectivité, en justement en décapant le plus possible tout trait particulier, tout regard. C'est une théologie qui n'a pas de regard. Et les théologies qu'on dit contextuelles, au sens large, théologie féministe, théologie noire, théologie de la libération, cherchent à réintroduire une perspective, sans que ce soit, selon elles, et à mon avis elles ont raison, quelque chose qui relèverait d'une faute d'objectivité. L'objectivité n'est pas en fait une sorte de neutralité d'un point de vue de nulle part. Et ça, c'est encore quelque chose qui est tout à fait minoritaire, à mon avis, dans la théologie et donc dans nos églises, et qu'à mon avis, il faudrait mettre en perspective. Et là, nous allons, et je me tais là-dessus, enfin pouvoir l'entendre, dès que je me serai tu, à travers l'exemple très concret de cette femme militante, Polly Murray. Merci à toi, Dale Gilhofer, de nous présenter cette figure. Ok. Tout d'abord, je voudrais remercier l'antenne inclusive de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je suis très très contente d'être là ce soir. Merci pour ton introduction. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le regard parce que je pense que j'ai pas forcément abordé ou pensé le livre dans ce sens-là, mais ça fait complètement sens. C'est le petit miracle quand vous écrivez un livre, c'est que vous avez plein de choses en tête que vous projetez, et puis après, il part dans la nature et les gens vous renvoient d'autres choses que vous avez même pas vues et qui pourtant sont là. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Il y a une espèce de communication comme ça, une vie qui s'installe entre. Enfin, il a sa propre vie, ce petit livre, c'est super. Voilà. Deux petites choses que je voulais quand même repréciser par rapport à ce que Kevin a dit au départ. Alors, tu dis que les gens ici ont devant eux deux figures marquantes. Alors, ils ont eu une figure marquante, c'est Paul Murray, hein, c'est pas moi. Moi, je vais pas du tout me mettre au même niveau qu'elle.
Et tu parlais d'essayer de prendre des traitements, on y reviendra, enfin de prendre des traitements, elle a essayé de prendre des traitements, elle n'a jamais pu en prendre par rapport à la testostérone, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir après. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais des questions précises ou si Après, peut-être, si ça te va. D'accord, ok, Après très bien, très bien. Alors, c'est effectivement toujours très compliqué de résumer un petit peu la vie de Polymérée parce qu'elle a eu une vie extrêmement dense. Alors déjà, peut-être situer, donc Polymérée, elle est née en 1910 et elle est morte en 1985. C'est-à-dire qu'elle a traversé la plus grande partie du XXe siècle, une époque qui va couvrir donc les deux guerres mondiales. La première était très petite, mais la Seconde Guerre mondiale, elle l'a bien connue. Il y a eu la guerre du Vietnam aussi qui a été extrêmement marquante pour les États-Unis. Il y a eu aussi le crash boursier de 1929 qui a fait des dégâts socio-économiques absolument épouvantables là-bas. Et en même temps, voilà, donc quand elle naît, la ségrégation est encore extrêmement forte. Elle naît dans l'État de Baltimore où la ségrégation est toujours bel et bien présente. Et en même temps, sa vie va traverser toute cette période où peu à peu la ségrégation va finir par tomber aux États-Unis. Il y aurait tout un chapitre à ouvrir sur est-ce qu'elle est vraiment tombée ou non, mais ça, c'est une autre histoire. Et aussi la montée du féminisme, dont elle va être une des figures de proue. Sur tout le côté queer que forcément on va aborder aussi, c'est le seul côté où finalement elle est restée beaucoup plus en retrait. Ça touchait à son intimité, à sa vie privée. Et alors ça a été quelqu'un d'extrêmement vocal sur plein de sujets, qui a vraiment été contre l'ordre établi, qui a osé s'imposer sur plein de choses. Là-dessus, je pense que ça touchait à quelque chose de trop vulnérable. C'est, en tout cas, à force de lire tout ce qu'elle a écrit, ce que j'en retiens. C'est quelqu'un sur laquelle il a été très agréable de travailler parce elle a laissé énormément d'écrits. En plus, elle avait un peu cette manie de tout garder. Donc, j'ai pas pu tout lire. Je pense que c'est humainement impossible. Mais c'était quelqu'un qui avait une correspondance abondante, qui a écrit des livres, un sur sa famille d'origine, parce qu'elle voulait écrire un témoignage sur ce que c'était que d'être une descendante d'esclaves dans l'Amérique du début du XXe siècle, et une autobiographie qui a été publiée en fait après son décès. Elle a aussi écrit de très nombreux poèmes, elle était extrêmement douée. Euh, Elle avait un côté un petit peu agaçant. J'ai eu des moments où je me suis énervée contre elle parce qu'elle était tellement douée dans tellement de choses, c'était un peu frustrant. Et en même temps, si je suis sincère, je pense que pendant les 2 ans où j'ai travaillé autour de Polymérée, je suis surtout tombée éperdument amoureuse de cette femme. Et je regrette énormément de ne pas l'avoir rencontrée, quoi. Alors, une des choses importantes, donc je vais partir du titre. Donc, Polymérée, le sous-titre, c'est Sainte, queer et féministe. Et je voudrais peut-être commencer par ça. C'est donc Polymérée, elle est rattachée à l'Église épiscopale. Je ne sais pas si vous êtes familier et familière avec l'Église épiscopale. Donc, au moment où les États-Unis ont décidé de prendre leur indépendance de l'Angleterre, c'était l'Église d'Angleterre, en fait, hein, qui était prédominamment aux États-Unis. Et évidemment, les prêtres qui servaient se sont dit eh, les gars, on ne va pas rester tout seuls à dépendre de l'Angleterre alors qu'ils ont tous pris leur liberté. Donc, ils ont dit on fait scission. Très bien. Et donc, ils ont fondé l'Église épiscopale. Et comme on était sur un vent démocratique, ça a été vraiment une des premières grandes démocraties, les États-Unis, et ben, ils se sont inspirés de ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé une Église qui est vraiment bicéphale, c'est-à-dire qu'elle est gouvernée à la fois par la Chambre des évêques, mais par une Chambre des laïcs. Et tout un chacun dans l'Église épiscopale peut être amené à aller à une des conventions nationales, enfin générales plutôt, convention générale de l'Église épiscopale, puisqu'il suffit pour ça d'être désigné par sa paroisse. Donc, si vous faites partie de l'église épiscopale, enfin d'une paroisse, que vous êtes un peu actif, que vous êtes repéré, qu'on trouve que vous défendez assez bien le point de vue général de la paroisse, vous pouvez vous retrouver là-bas et avoir le même droit de vote qu'un évêque. C'est pas rien quand même. Il faut savoir aussi que ces gens-là sont complètement détachés du pape. J'adore parce que ça te fait rire, toi, de... Mais ouais. Et que donc, ils ont une présidence qui est une présidence tournante. C'est-à-dire que ces deux chambres vont élire régulièrement
un nouveau président ou une nouvelle présidente de l'Église épiscopale. Et donc, par exemple, actuellement, c'est Michael Curry, si je ne me trompe pas, qui est un homme noir, qui est président de l'Église épiscopale. Et avant lui, c'était Catherine, je ne sais plus, mais bon, c'était une femme. Je trouve que déjà, le fait qu'on ait actuellement un homme racisé et qu'avant, c'était une femme qui occupait ce poste, ça raconte pas mal de choses sur cette Église. Mais bon, à l'époque de Polyméret, ils n'étaient pas aussi avancés que ça quand même. Voilà. Mais donc elle a été élevée dans la foi épiscopale. Ses parents et ses grands-parents étaient très pieux. Donc ça a toujours fait partie de sa vie. Donc même si après je vais partir dans une autre direction, il faut savoir qu'il y a ça en background, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette présence de Dieu chez elle, très très prégnante. Elle a eu de la chance jusqu'à un certain point parce qu'elle est née dans une famille donc assez modeste noire américaine, mais son père était instituteur et sa mère infirmière. Des métiers pas si courants pour des personnes racisées des États-Unis et à cette époque. Et du coup, elle a eu accès à une éducation et c'était des gens qui avaient une vie très active, qui étaient justement très actifs aussi au niveau de leur paroisse. Donc, il y avait des repas qui se faisaient à la maison où les gens discutaient des injustices sociales, où on se disait qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, il y avait déjà tout ce bruissement autour d'elle. Après, elle n'a pas pu en profiter très longtemps, malheureusement, parce que sa mère était à sa 7e grossesse. On se rappelle évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Ah, moyen de contraception, merci. Et donc, elle était surmenée, elle allait, enfin, ouais, surmenée. Et un matin, en préparant les 6 enfants qui étaient déjà là pour les emmener à l'école, elle est tombée dans les escaliers de la maison, elle a fait une hémorragie cérébrale, elle est morte. Donc là, voilà, orpheline de sa maman. Le père qui avait en plus des soucis de santé mentale et dans l'incapacité de s'occuper de tout le monde, il va garder les 2 plus grands et les autres enfants vont être grosso modo dispatchés dans le reste de la famille. Polly, elle va avoir une chance extraordinaire dans tout ça. Comme quoi, il y a peut-être un bien pour un mal dans cette histoire, c'est qu'elle va du coup être placée auprès de sa tante Pauline. Alors, je vais essayer de bien distinguer à chaque fois. Hein. La tante Pauline, c'est une femme qui est divorcée, qui n'a pas eu d'enfant et qui va vraiment donner tout son amour à sa nièce qui devient comme sa fille. Et Pauline est elle aussi institutrice. Donc elle va l'emmener très vite, de toute façon, à l'école. Et Polly apprend à lire sans même que sa tante s'en rende compte parce qu'elle écoute ce qui se passe. Et très vite aussi, on s'aperçoit que Polly, elle a, on va dire, un caractère extrêmement dynamique, très sportif. Elle préfère porter des pantalons plutôt que des jupes et tout ça. Alors nous, ça peut nous paraître assez anodin, mais pareil, à l'époque aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, une femme n'est pas du tout censée porter de pantalon. Ça s'appelle du travestissement à l'époque et c'est passible d'amende, voire de peine plus sévère. Comme c'est une enfant, on la laisse à peu près tranquille. Ce que j'aime bien, c'est que tante Pauline va l'appeler à ce moment-là ma boy girl, donc ma fille garçon. Parce que garçon-fille, je trouve que ça sonne un petit peu moins bien à l'oreille en français. Et ce qui montre bien qu'elle avait très bien compris ce qui se passait, qu'il y avait quelque chose de un peu au-delà du genre chez cet enfant. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'utilise pas l'expression consacrée aux États-Unis, qui est Tom's Boy, qui serait l'équivalent de garçon manqué en France, et qui a évidemment un caractère péjoratif. Et donc, elle a préféré trouver ce petit surnom, et on sent déjà transparaître toute la tendresse que cette femme avait pour elle. Donc, elle fait enfin, elle étudie. À 7 ans, quand elle a l'âge de 7 ans, son père va être hospitalisé en hôpital psychiatrique, ce qui va amener le deuxième grand drame de sa vie. Elle a déjà perdu sa maman, mais elle va perdre son père quelques années plus tard dans un événement particulièrement dramatique, puisque les hôpitaux psychiatriques ressemblaient plus à des prisons qu'à autre chose, et qu'en plus le racisme est prégnante dans toute la société, y compris dans les gardiens de prison. Et donc, il y a un gardien de prison, un jour, qui prend une batte de baseball, et juste parce que M. Murray est noir, va le tabasser à mort. Donc, la dernière image qu'elle va avoir de son papa, c'est à la morgue avec les points de suture absolument de partout.
on imagine, pour moi c'est important de le préciser, pourquoi? C'est pas juste pour provoquer des images d'horreur dans vos esprits, mais c'est parce que j'ai acquis l'intime conviction que c'est aussi à cause de ces faits-là qu'elle a développé un sens de la justice et de l'injustice extrêmement aiguisé. Parce que cette petite fille, elle voit bien que ses parents, ses tantes, ses grands-parents ont toujours été des gens travailleurs qui essayaient d'avoir une vie finalement assez tranquille et, euh, et, et qui aspiraient au contraire à accéder à plus de culture, à plus de confort. Et voilà comment ça se passe pour eux, quoi. Une famille qui finalement est détruite et à la fois par la misère économique, parce que quand on en est à cette grossesse, à une trentaine d'années, c'est aussi toute une misère économique que ça révèle derrière, et aussi à travers le racisme. Elle va donc être une travailleuse acharnée. Elle était sûrement brillante et intelligente, mais elle était surtout une travailleuse acharnée. Donc elle finit l'équivalent du lycée en ayant les meilleures notes qu'on puisse avoir, enfin les meilleures notes de sa classe. Et elle dit à sa tante Pauline, ben, très bien, moi je voudrais intégrer l'université. Donc elle va à New York. Et là, on lui dit, ah ben non, 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 ça, c'est pas possible. Parce que, en fait, ségrégation oblige, il y a des écoles pour blancs, des écoles pour noirs. Les écoles pour noirs ont moins d'argent parce qu'évidemment, les États sont beaucoup moins intéressés pour les financer, ce qui veut dire qu'ils ont des classes en surnombre avec des professeurs un peu moins, peut-être, euh, c'est dommage de dénigrer les professeurs qui étaient là, mais c'est pas eux qui arrivent à attirer les professeurs les plus brillants, évidemment, parce qu'ils ont des salaires moins forts à leur proposer. Et du coup, on estime que une élève qui sort d'un lycée noir, ben, même si elle a des très bons résultats, elle n'a pas le niveau suffisant pour intégrer une fac. Du coup, elle doit doubler sa dernière année de lycée à New York pour pouvoir intégrer la fac. Donc, elle va aller à Hunter pour commencer. Ça lui ouvre plein de choses. Elle est à New York, là, elle va découvrir aussi la vie culturelle. Elle va se rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout. Et c'est un moment d'émancipation pour elle. Seulement, pendant cette deuxième année de fac, et ben, on est en 1929, et il y a ce fameux crack boursier qui arrive. Et là, la misère se fait ressentir tout de suite. Ce qui veut dire qu'elle va continuer ses études, mais en faisant plein de petits boulots, y compris, il y en a un, j'aime beaucoup, elle a essayé d'être comment on appelle ça, d'être gouvernante dans une maison et de faire à manger. Et le premier repas qu'elle a cuisiné était tellement mauvais qu'elle s'est fait virer dans la foulée. C'était pas sa spécialité, je pense, de tenir une maison. Et après, mais bon, elle arrive bon an, mal an, à trouver juste de quoi survivre. Et là aussi, c'est important de dire, on est dans la survie. C'est-à-dire que elle vit sur du café et des cigarettes plutôt que sur des bons repas. Donc les effets du crack, ils vont se faire ressentir, du crash boursier, ils vont se faire ressortir pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'en 1934, en fait, elle a perdu 10 kilos. C'était déjà pas quelqu'un de très épais, mais en fait, elle tient à peine debout, quoi. Et là, son médecin va lui dire, tu peux pas continuer comme ça, tu vas aller dans un camp de remise en forme. Donc à l'époque, c'est Monsieur Roosevelt qui est président des États-Unis. Et sa femme, Éléonore, elle est très éprise de justice sociale et elle est très sensible à ce qui est en train de se passer dans l'ensemble des États-Unis. Et donc, elle a demandé à ce qu'on crée à peu près 90 camps, ils appellent ça des camps, pour accueillir des jeunes femmes particulièrement touchées par la crise économique que traverse le pays. Et donc, elle va atterrir dans un de ces camps, Camp Terra. Et alors là, ben, elle découvre le renouveau, c'est-à-dire qu'elle a trois vrais repas par jour. Elle est à la campagne, c'est quelqu'un qui est toujours aussi sportif, donc il se remet à faire du sport. Il y a une bibliothèque où elle peut continuer ses études de façon un peu plus sereine. Par contre, elle suit toujours avec beaucoup d'acuité l'actualité. Et si elle trouve que le gouvernement Roosevelt avance bien sur les questions sociales de façon générale. Il y a le New Deal pour essayer de redresser le pays et tout ça. Elle trouve que sur les questions d'égalité raciale, ils sont beaucoup trop lents. Il se trouve que pendant son séjour à Camp Terra, Madame Roosevelt va venir visiter le camp.
Madame Roosevelt, c'est une femme de terrain. Donc, non seulement elle lance comme ça des grandes, belles idées, mais en plus, elle va voir si ça fonctionne sur le terrain. Et donc, la directrice du camp briefe toutes les jeunes femmes qui sont là en leur disant, alors, vous allez être sur votre 31 et vous allez avoir une attitude parfaite. C'est quand même la première dame des États-Unis qui vient nous rendre visite. Et Polly, elle se dit, mais alors, quand même, ce gouvernement, il va pas assez vite pour moi, donc j'ai envie de marquer mon mécontentement par rapport à ce qui se passe là. Et du coup, le jour où arrive Madame Roosevelt, tout le monde est assis dans le hall principal. Madame Roosevelt arrive, tout le monde se lève d'un coup, sauf une personne, Polly, qui est derrière son journal et qui prétend que rien d'extraordinaire n'est en train de se passer. Alors, Madame Roosevelt, ça va. Et je pense que, a priori, il n'y a aucun retour qui permette de penser qu'elle a été gênée par ça. Par contre, la directrice du camp, elle a bien repéré ce qui s'est passé. Donc, elle a décidé de se mettre sur le dos de Pauline et elle va organiser plein de petites choses pour l'embêter au quotidien. Et entre autres, une fouille de sa chambre de façon inopinée, où elle va découvrir un exemplaire de Karl Marx que Pauline avait acheté pour ses études. Mais enfin, le communisme n'a pas bonne presse aux États-Unis et du coup, elle s'en sert comme excuse pour la faire renvoyer. Voilà, petite anecdote, mais j'aime bien ce passage où elle décide de rester assise derrière son journal comme si de rien n'était. Euh, Après ça, elle va s'engager auprès de la National Association for the Advancement of People of Color, donc qui est la grande association qui défend les droits des personnes de couleur aux États-Unis. Et comme elle a leur soutien, ce qui est intéressant, enfin, elle sait déjà qu'elle aimerait étudier plus avant le droit. Ça lui permet aussi de commencer à faire ses premières armes sur des cas pratiques, et notamment à Pâques 1940, alors qu'elle est en train de prendre le bus pour aller rendre visite à sa tante Pauline. Elle est avec une camarade aussi qui est aussi noire assise à côté d'elle et le siège sur lequel elles sont installées est cassé. Il y a un arrêt de bus, certains passagers blancs descendent et si vous avez en tête, donc à l'époque les blancs étaient à l'avant, les noirs à l'arrière. Comme il y a plusieurs rangées de livres devant elles, elles se disent bon, on peut passer un rang devant, on n'est pas devant des blancs, mais au moins on aura un siège pas cassé. Sauf que le chauffeur est d'un racisme crade et qu'il leur dit non mais c'est hors de question, vous devez rester sur l'autre. Ils disent oui mais nous on a payé notre billet comme tout le monde, on a droit à un siège correct. Et c'est là où c'est intéressant parce que Polly, elle, ayant tout cette approche juridique, tout de suite elle fait signe à sa camarade en disant on reste calme. Le truc c'est qu'il faut vraiment il faut surtout pas rentrer dans la confrontation, mais juste à chaque fois rester très posé, hop, et simplement dire ben voilà, non, on a payé notre ticket, monsieur, non, regardez, il n'y a pas de blanc derrière nous et tout ça. Mais le gars fait monter en fait le truc en mayonnaise tout seul. La police finit par arriver. Je vais vous passer tous les détails, mais elles finissent au poste. Et là, elle passe son coup de fil, elle le passe à cette fameuse association pour essayer de dire mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour justement essayer de casser cette législation qui nous empêche de pouvoir nous mettre à la place qu'on veut dans le bus. Donc ils vont essayer. Ils ne vont pas réussir. On est 15 ans avant Rosa Parks. Ok, Rosa Parks, tout le monde situe. Ok, super. Et ils vont quand même faire appel parce qu'elle a été tue, Polly, voilà, donc soutenue par cet assaut, elle y va. Et en fait, ce qu'ils vont obtenir, c'est simplement que l'amende à laquelle elles avaient été condamnées a doublé. Donc c'était un échec. Ouais, super. Ouais. Non, par contre, je trouve que là aussi c'est intéressant parce que Rosa Parks, si je ne veux absolument rien retirer à ce qu'elle a fait, parce que son geste est d'une bravoure extraordinaire de s'être assise ailleurs. Mais les progrès sociaux, ils ne se font pas juste comme ça. Je veux dire, et je pense qu'ici on a plein de gens qui sont impliqués sûrement dans plein de luttes et qui vont comprendre tout de suite ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que souvent, il va falloir 5, 10, 20, 30 actions avant que ça marche. Des polymérés, je suis sûre qu'il y en a eu d'autres, en tout cas sur cet épisode du bus, mais toutes ces personnes ont creusé la voie pour qu'à un moment, Rosa Parks,
ça puisse fonctionner, en fait, son geste. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé des articles de journaux de l'époque et tout ça quand Pauline Murray l'a fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça déclenche des discussions au moins au niveau local. À chaque fois, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont amenés à un peu plus se questionner là-dessus et des gens qui commencent à se sentir un peu empouvoirés et de dire, mais oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose. Donc, elle a fait partie de cette longue chaîne qui a mené à Rosa Parks. Voilà. Vous m'arrêtez si je déborde trop parce que quand je suis lancée sur les anecdotes, après je ne m'arrête plus. Voilà. Donc elle va rentrer après avoir fait un peu ses armes comme ça dans le militantisme associatif à la Howard School of Law, qui est la grande université juridique pour noirs, parce que là aussi on retrouve les mêmes séparations. Et alors là, c'est là que Pauline Murray va avoir ce que j'aime à appeler son épiphanie féministe. Parce qu'elle arrive sur le campus et elle s'aperçoit qu'en tout et pour tout, sur ce campus de cette grande université, avec des centaines d'étudiants, il y a deux femmes, la responsable des inscriptions et elle-même. Et là, elle se dit, ah, il y a un petit problème là. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a cette prise de conscience qu'en fait, toutes les discriminations qu'elle subit ne sont pas simplement liées à la couleur de sa peau, mais aussi liées à son sexe. Et elle va comprendre que c'est le début de sa réflexion sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intersectionnalité, qui a effectivement des couches comme ça de discrimination qui peuvent s'accumuler. Pour vous montrer un peu l'état d'esprit contre lequel elle devait lutter, il y avait une tradition dans cette fac. Quand un étudiant était 2 années d'affilée premier de sa classe, il devenait Chief of Justice of Peers. C'était un titre juste symbolique, mais assez prestigieux. Polly étant une forcenée du travail, pendant 2 ans d'affilée, elle est première de sa classe. Que font ses petits camarades? Ils préfèrent laisser le titre vacant, enfin le poste vacant, plutôt que de la nommer parce que c'est une femme. Heureusement, ils vont finir, elle va arriver à les faire bouger parce qu'il se trouve que le trimestre suivant, il y a un étudiant qui tombe malade. Cet étudiant dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec les cours pour que je ne perde pas complètement mon trimestre? Et alors tout le monde est non, alors désolé, mais là on a tellement de travail, ils sont noyés de travail, on peut pas t'aider. Sauf que Polly, avec son éducation, où on est là pour aider les autres, on est là pour essayer d'être solidaire avec tout le monde, elle va dire, bah si, moi je me porte volontaire, je vais l'aider. Donc, elle va le faire réviser pendant tout le trimestre. Elle va lui apporter des cours, elle va travailler avec lui et tout ça. À la fin du 10 trimestre, elle est première de sa classe et l'étudiant qu'elle a aidé obtient un des autres meilleurs scores. Et alors là, bon, la classe abdique. Ils disent, OK, tu peux être Chief of Justice of Peers. C'est bon. On peut plus se battre. Là. Voilà. Elle va essayer, une fois qu'elle a terminé l'équivalent de sa maîtrise là-bas, elle va vouloir faire un doctorat à Harvard, pardon, et elle va obtenir une lettre de rejet d'Harvard qui n'accepte pas d'étudiantes femmes à l'époque. Je crois d'ailleurs ça avait été repris sur les réseaux, j'ai plus la citation exacte, peut-être que Clémence va m'aider, sur la lettre qu'il a. La citation exacte, je ne l'ai pas. Non, mais c'est... Oui, elle avait répondu. Oui, enfin, elle avait répondu que ne pouvant pas changer son sexe, elle leur demandait de bien vouloir changer d'avis. Voilà, bon, ça n'a pas été suivi des faits, hein, mais c'était pas mal comme réponse. Sachant que pendant tout ce temps-là, là, je vais d'abord traiter du côté militant parce que c'est ce qui me semble qui va l'asseoir déjà un petit peu pour vous dans ce qu'elle a fait. Je vais sauter 2-3 choses pour pas vous embarquer pour un récit de 3 heures. Mais alors, on notera qu'elle a fait quand même, donc elle a travaillé dans des cabinets d'avocats. Elle a été la première noire à obtenir un poste de procureur général adjointe dans l'État de Californie. C'est pas rien.
Et une des personnes que vous connaissez sûrement qui a eu ce même poste bien plus tard, c'est Kamala Harris, actuellement numéro 2 du gouvernement américain. Alors, ce poste, elle ne l'a pas gardé longtemps parce que sa tante a eu des problèmes de santé. Elle a préféré quitter la Californie pour revenir sur la côte Est, s'occuper de sa tante. Après, elle a enchaîné des jobs dans des bureaux d'avocats où souvent elle était sous-utilisée parce que, une fois de plus, sexisme très prégnant dans ces milieux-là. Elle a, dans un des bureaux d'avocats où elle a travaillé, il y avait Ruth Bader Ginsburg qui a fait un stage, qui a ensuite été à la Cour suprême des États-Unis. Donc, elle, en 64, alors qu'elle devient vraiment une avocate très pointue, c'est en grande partie grâce en fait à elle, à son lobbying et à surtout le raisonnement juridique qu'elle a développé, que en fait l'amendement du Civil Rights Act qui régit vraiment le quotidien des Américains, il y a eu un amendement pour préciser qu'on ne pouvait pas discriminer quelqu'un du fait de son sexe, notamment dans le cadre professionnel. Vous imaginez l'impact que ça a eu pour des centaines de milliers d'Américaines. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne pouvait pas discriminer parce qu'il y avait un problème, alors officiellement pour des raisons de couleur, ou si quelqu'un était en situation de handicap et tout ça, mais il n'y avait aucun appui juridique en tant que femme pour dire, mais attendez, mon collègue et moi, on fait exactement la même chose, sauf que lui, il touche plus, c'est bien parce que je suis une femme. Il n'y avait rien. Et là, grâce à elle, ça y est, bingo, c'est là. Et ça, c'est un de ses apports majeurs. Et elle va aussi faire partie de pas mal d'associations, et notamment, elle va être à l'origine avec Betty Friedan de la création de la National Organization for Women, qui reste à ce jour une des plus grandes associations de défense des droits des femmes aux États-Unis. Donc voilà un petit peu pour elle des choses qu'elle a fait. Elle a été impliquée dans toutes les luttes des droits civiques, y compris la marche de Washington avec le très célèbre discours de Martin Luther King en 1963. Alors elle a été assez critique, Pauli Murray, de cette marche, et pour, il me semble, de très bonnes raisons. C'est-à-dire que dans toute l'année qui a précédé, tous les préparatifs, en fait, il y a eu énormément de personnes qui ont été impliquées, et entre autres, plusieurs femmes, dont elle, du fait de ses connaissances juridiques. Et par contre, au moment de décider qui va prendre la parole, ça a été un choix absolument délibéré de la part de l'équipe de Martin Luther King et de lui-même de ne mettre que des hommes sur scène, parce que les femmes ne seraient pas prises assez au sérieux. Et donc, du coup, même si elle a participé le jour même, il y avait à la fois pour elle de l'enthousiasme de voir le peuple noir enfin prendre toute cette dimension politique et sa place dans l'espace public, très concrètement, et en même temps une certaine amertume de voir qu'il y avait ce sexisme au sein de ses amis de lutte. C'est quelque chose qu'elle va vraiment marteler toute sa vie, au sein aussi notamment des organisations féministes comme la National Organization for Women, de dire, voilà, elle est très directe, elle va dire, voilà, autour de moi, on est toutes d'accord qu'on veut plus d'égalité, mais vous êtes des femmes blanches bourgeoises. Moi, je suis une femme noire qui vient d'un milieu prolétarien, en fait. Et, euh, et elle va toujours insister, vous ne pouvez pas faire avancer la cause des femmes si vous ne prenez pas en compte aussi les Noirs, mais aussi la discrimination par l'économie. Donc, en ce sens, pour moi, c'est vraiment une des pionnières de l'intersectionnalité parce qu'elle a bien compris que tout était interdépendant et qu'on ne pouvait pas juste poser un petit bout de scotch de sparadrap plutôt par-ci et un petit bout de sparadrap par-là. Il fallait essayer de tout traiter en même temps. Donc ça, c'est pour tout l'aspect militant, qui est quand même l'aspect majeur du livre, mais je vais vous parler un peu du côté queer. Je pense que... Ouais. Yeah. Voilà. Alors, donc je vous l'ai dit très très tôt, hein, elle a eu
une attitude qui se démarquait un petit peu des petites filles de son âge. Quand on voit, vous connaissez peut-être, on le voit pas mal passer dans les feuilletons et les films. À la fin du lycée aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent un yearbook où il y a une photo de un trombinoscope en fait avec deux trois mots sur comment la personne se décrit. Alors elle, quand on voit sa photo de yearbook, elle est hyper androgyne, les cheveux hyper courts, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait appeler Paul. C'est même pas Polly, c'est Paul. Trouble dans le genre, je vous laisse réfléchir. Voilà. Dans ces relations, alors elle va, à partir du moment où elle est jeune adulte, elle va commencer à dire, et je précise que ce sont ces mots, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne le dirait certainement pas comme ça, mais elle dit, je suis un homme enfermé dans un corps de femme. Euh, elle, elle va relationner exclusivement avec des femmes. Enfin, elle va se marier avec un homme dans un moment d'égarement. Ça a duré 3 jours, le mariage. 3 jours. Voilà. C'est très court moment d'égarement. Voilà. Oui, oui. En fait, ils ont passé la nuit ensemble et après, elle s'enfuit, quoi. Mais, non, mais en plus, c'est un peu caricatural. Je pense que elle était à la fin de ses études universitaires en train de vraiment galérer. Je pense que cet autre étudiant, il y avait une vraie connexion, quoi. Ils s'entendaient bien. Il était lui-même en train de galérer, qui avait tellement une certaine tendresse. Par contre, quand ils sont passés à autre chose, elle s'est dit non, non, c'est pas du tout pour moi, quoi. Et donc, quand elle était à l'époque de Camp Terra, là, le fameux camp pour la remettre en forme où elle a rencontré Mme Roosevelt, elle avait rencontré une jeune femme du nom de Peggy. Elles sont restées ensemble pendant 2 ans. On a très peu de documentation là-dessus. Elle écrivait peu à l'époque sur le sujet, mais tout un à penser que c'était bien une relation amoureuse, notamment quand Peggy a décidé de plus la voir, c'était assez clair que c'était une rupture, quoi, hein, dans ses réactions. Elle a fait une déprime pendant plusieurs mois. Voilà. Il y a une époque de quelques années où il y a très peu de choses sur sa vie intime. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être une ou deux histoires ou si elle était tellement de toute façon happée par ses engagements et par l'énorme travail qu'elle produisait que de toute façon sa vie sentimentale est peut-être passée au second plan. Et puis, que je ne me trompe pas, je crois que c'était fin des années 50 ou début des années 60. Donc, elle a un poste dans un cabinet d'avocats. Et là, elle va rencontrer, c'est en 56, voilà, la responsable administrative du cabinet qui s'appelle Irene Barlow et que tout le monde appelle Renée. Renée, voilà, comme ça. Et elles vont très vite se rapprocher. Elles vont très vite devenir amies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une des choses qu'elles ont en commun, c'est qu'elles vont toutes les deux à l'église épiscopale, qu'elles vont à la même paroisse, que donc en plus de se voir pratiquement tous les jours à déjeuner au bureau, elles commencent à s'engager dans des activités paroissiales ensemble et elles tombent désespérément amoureuses l'une de l'autre. Et alors ça, c'est une belle histoire parce que ça va durer 20 ans quand même, leur relation. Ouais, alors, elles vivront jamais ensemble. D'abord parce que et l'une et l'autre sont très discrètes en fait sur leur vie affective, même si on a plein de courriers qu'elles ont échangés. Je veux dire là, pour le coup c'est limpide, hein, il n'y a aucun doute, elles étaient bien ensemble. Mais notamment Irene avait une mère âgée avec qui elle partageait un appartement. Et je pense qu'elle se serait jamais sentie en capacité, en mesure d'expliquer à sa mère quelle était vraiment sa relation avec Polly. Donc, de fait, elles étaient dans deux appartements séparés. En même temps, Polly, ayant changé, je crois qu'elle a fait une cinquantaine de postes différents, et parfois dans des villes différentes, c'était un peu un électron libre, quoi. Je pense que quelque part, ça lui allait aussi. Sur ce, elles ont, à partir du moment où elles se sont connues, elles ont été quotidiennement en contact. C'est-à-dire que même quand elles étaient dans des villes différentes, elles sont toujours, 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 toujours restées en contact. Ça a été le pilier de la vie de Polly. On sent vraiment d'ailleurs dans ses récits que ça a été un moment d'apaisement à partir du moment où elle a rencontré René, quoi, elle a pu se poser. Il y avait enfin un soutien émotionnel stable dans sa vie. Euh, René va avoir des problèmes de santé à la fin des années 60.
et qui vont s'aggraver euh, assez rapidement, en fait. Et elle va décéder en février 1973. Ça a été d'autant plus dur pour Polly, déjà parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie, mais parce que pendant un bon moment, c'était elle qui faisait la navette entre l'hôpital où était René et sa maman, qui était toujours vivante, en essayant de minimiser ce qui se passait pour René, pour essayer de préserver donc la mère de René. Euh, J'ose pas imaginer, enfin si, j'imagine très bien combien ça devait être, mais particulièrement drainant et difficile, quoi, ce moment pour elle. Et, euh, et c'est là que, alors qu'elle est à cette époque-là, au début des années 70, elle est professeure dans une très grande université américaine, Brandeis. Elle a enfin un poste permanent, correctement rémunéré, ce qui n'aura vraiment pas été le cas pendant la plupart du temps dans sa vie. Euh, Elle est profondément déprimée par ce deuil et, et elle n'a plus envie de continuer comme ça. Et là, à ce moment-là, la religion revient la sauver. Sa foi, c'est vraiment ce qui va la tenir. Et là, elle prend une décision complètement folle en 1973. Elle décide de terminer l'année académique et de rentrer au séminaire. Mais alors, même si je vous ai dit tout à l'heure que l'église épiscopale était assez ouverte, en 1973, il n'y a pas de femme prêtre. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on a quand même une dame d'un certain âge qui vient de vivre un énorme deuil, qui a vécu je ne sais combien d'aventures épiques dans toute sa vie, qui est toujours pas clair, suis-je un homme, suis-je une femme et tout ça, mais qui dit ah, je vais rentrer au séminaire. Moi, son courage m'épate, quoi. Voilà, c'est assez incroyable. Donc, elle rentre au séminaire de New York où elle va vivre 2 années difficiles. Il y a là aussi extrêmement peu de femmes. Leurs camarades étudiants hommes sont plutôt pas sympas dans l'ensemble. En plus, ça a changé, mais à l'époque, c'était un séminaire épiscopalien assez réac. Donc, elle, avec ses idées un peu d'égalité sur tous les sujets, ça passait pas très bien. Et la troisième et dernière année de séminaire, elle va aller la faire d'ailleurs en Virginie, qui est un lieu plus ouvert, en tout cas un séminaire plus ouvert, et où du coup elle pourra souffler un petit peu avec moins de pression autour d'elle. Donc, termine ses études en début de 1976 et elle est nommée diacre. Or, il se trouve qu'en septembre 1976, donc 6 mois plus tard, c'est là où on se dit quelle prémonition, quoi. Il y a une convention générale de l'Église épiscopale. Et ça faisait un petit moment que ça parlait au sein de l'Église épiscopale que est-ce que ça serait pas mal que les femmes aient accès à la prêtrise quand même et tout ça. Et là, la convention générale, c'est voté, c'est officiel. Les femmes peuvent devenir prêtres et ça se fera à partir du 1er janvier 1977. Donc, tout début 77, j'ai plus la date exacte en tête, je crois que c'est le 6, il y a une dizaine de femmes qui sont ordonnées. Pauline n'en fait pas partie, mais elle sert en tant que diacre. Et à ce moment-là, elle va être ordonnée pendant la deuxième, le deuxième groupe qui sera ordonné, c'est 2 jours plus tard, hein, le 8 janvier. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Pour le coup, elle va devenir la première femme noire à devenir prêtre au sein de l'Église épiscopale. Et alors, ça s'est passé à la cathédrale de New York, de la cathédrale épiscopale de New York, qui est un immense et très, très, très beau bâtiment. Et on est le 8 janvier, il fait moche. Hein. Vous voyez New York, l'hiver, il fait froid, le ciel est bas et tout ça. Et au moment, police est la dernière à passer, à être ordonnée. Et au moment où elle s'approche pour être finalement ordonnée, les nuages s'écartent, il y a un rayon de soleil, et tout d'un coup, ça tape en plein dans tous les vitraux, et la cathédrale s'illumine à l'intérieur. Et elle a toujours dit, mais ça, c'est Dieu qui me fait un clin d'œil, quoi. Il m'a dit, bienvenue. Bienvenue, voilà. Et donc, donc, à partir de là, elle devient prêtre. Il lui Alors c'est compliqué pour elle parce qu'elle n'aura jamais de poste fixe. Elle va être
une prêtresse volante, une très sorcière, hein, limite, quand je dis ça comme ça, voilà. C'est-à-dire elle va faire plein de remplacements dans la Nouvelle-Angleterre, donc dans le nord-est des États-Unis, soit quand un collègue est en vacances ou un souci de santé, des choses comme ça. Ce qui fait qu'elle continue à très mal gagner sa vie, n'ayant pas de poste fixe. Et donc, elle va continuer à faire des apparences publiques assez régulières auprès notamment d'universités ou d'associations militantes, parce qu'elle garde quand même un prestige de toutes ces années de militance juridique. Et, euh, et donc, tac, 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 donc on approche de la fin de sa vie, là, en 1985. Donc, elle va décéder des suites d'une maladie. Ça va être assez rapide. Euh, ce qui est marrant, ça dure vraiment en 2, 3 semaines, sa santé a décliné, mais elle est restée jusqu'au bout en train de réviser son autobiographie, donc travailleuse jusqu'au dernier moment, quoi, voilà. Mais au moins, elle a pu mettre le point final à son autobiographie avant de mourir. Il y a un tout petit extrait que je voudrais vous lire, qui est en fait, voilà, l'extrait d'un sermon qu'elle a fait. C'est très bref. Mais je pense que ça raconte beaucoup aussi de sa vision. Donc on est, je crois que c'est 1977. Oui, 77. 77, ouais. Oh, ok, on est bien, merci. Alors, donc c'est Polly qui parle. Nous verrons la réconciliation de groupes d'Américains qui sont pour l'instant séparés les uns des autres pour des raisons de race, de couleur, de religion, de sexe, d'âge, d'orientation sexuelle, de politique ou de théologie, des différences économiques et de statut social et autres formes de séparation créées par l'homme. Fin de la citation. Et j'ai ajouté, il est difficile de ne pas voir dans ce sermon un écho de la réconciliation personnelle de Polly avec son histoire, elle qui revient aujourd'hui porter la bonne parole sur les terres mêmes où sa famille fut tenue en esclavage et où quelques décennies plus tôt, l'entrée à l'université lui était refusée. Je pense que j'ai fait le tour des points principaux. Voilà. Merci à vous. Avant, j'ai déjà bien parlé au début, donc je vais laisser la parole d'emblée au public. Après, s'il y a un peu de place, j'aurai quelques questions volontiers, mais Ouais, mais moi, il y a un point que j'ai pas du tout abordé, que j'aimerais aborder avec vous, parce que, pardon, comme je ma vous dis, première question, ce sera quel est le point que tu voudrais ajouter, si tu veux. Merci Kevin. Merci Kevin. Ouais. Non, parce qu'en plus, on a eu un échange avec Clémence un peu plus tôt à ce sujet. C'est-à-dire que dans le résumé, j'ai pas pu tout aborder, mais donc à plusieurs reprises, effectivement, Polly va essayer d'obtenir des injections de testostérone. On a une époque où on parle même pas de transgenre. Non, c'est pas du tout sur le radar de la société. Donc, la plupart des docteurs la considèrent comme folle ou, au mieux, plus simplement, vont lui dire non. Elle, alors, il y a pas mal de personnes. Parce que maintenant, elle est étudiée aux États-Unis, hein. Elle n'était pas très connue de son vivant, mais maintenant, elle est étudiée dans les facs américaines. Et il y a des gens qui la revendiquent comme étant une personne transgenre. Alors moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que je pense que c'est très très compliqué d'aborder un personnage historique avec nos grilles de lecture actuelles. Ce qui me fait avoir un doute, je vous l'explique, parce que moi, j'ai pas la réponse, honnêtement. J'estime que je ne l'ai pas. C'est que à l'époque de Polly Murray, quand elle a compris que effectivement, elle ne pouvait être en couple qu'avec une femme, quelle était l'image qu'on donnait des lesbiennes? Ben, les lesbiennes, c'était des personnes sans moralité qui ne pensaient qu'à boire, à sortir tard le soir et à avoir des coups d'un soir. Ben, ouais, je comprends ta tête un peu choquée parce que voilà. Donc quand on y met, oui, mais enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a de la lesbophobie, au même titre qu'il y a de l'homophobie, enfin voilà, évidemment, on dresse des portraits complètement caricaturaux et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité.
Et je dis, mais si on se met un petit peu à la place de Pauline Murray, évidemment, elle ne peut pas se reconnaître dans un tel tableau. Je veux dire, elle est une femme avec une moralité au contraire très forte, un sens de la justice très fort, une religion très forte, c'est une travailleuse, pas du tout passer du temps dans les bars, elle ne peut pas s'identifier à ça. Ce que je veux soulever par là, c'est peut-être que de nos jours, Polly serait transgenre. Peut-être. Peut-être aussi que ce serait une butch. Je n'en sais rien. Et je ne peux pas me permettre de la définir à sa place. Donc, même si je sais qu'il y a dans un tout petit milieu universitaire américain des débats qui font rage, moi, je préfère m'en extirper parce que j'estime qu'on ne peut pas définir l'identité de quelqu'un à sa place. Voilà. Et que voilà, et qui non mais il y a deux personnes qui se détestent. Mais non mais ça doit être ça. Mais je suis sûre qu'il y a deux personnes qui se haïssent. Ouais, exactement à cause de ça. Voilà. Voilà, donc ça me semblait important quand même de le partager avec vous. Voilà le point que je voulais expliciter. Joanne. Moi, j'ai une petite question. La maison d'édition. La maison d'édition Antelos. Ouais. Ouais, parce que c'est peut-être beaucoup de monde. Ça peut peut-être être intéressant pour d'autres plumes, d'autres personnes qui ont des sujets un petit peu différents, progressifs. Toi, si tu veux peut-être juste dire un mot. Mais c'est une très bonne question, je te remercie. Donc, le texte, il a été publié aux éditions Ampelos, qui est une maison, en fait, d'édition protestante. Donc, elle a été fondée par Éric Perrac, on est toujours le directeur à ce jour. Et donc, il a notamment fait cette collection qui s'appelle Résister, pardon, où l'idée, c'est vraiment d'évoquer des parcours de gens qui ont essayé à leur mesure de changer un petit peu le monde pour plus de justice, portés par leur foi. Voilà. C'est vrai que s'il y a des autoristes parmi vous qui se sentent voilà donc il y a beaucoup de biographies, hein, il fait pas dans le roman, hein, c'est vraiment des biographies, quelques essais, mais voilà, s'il y a des gens qui ont envie de parler d'autres gens qui méritent d'être revisibilisés, n'hésitez pas à les contacter. On va regarder un petit peu quand même les questions dans le chat. Bien sûr. Ah oui, une question. Ah, c'est une bonne question. Oui, pourquoi est-ce qu'on l'appelle sainte? Oui, merci de l'avoir posé, effectivement. Alors, sainte, même parce qu'elle a vraiment été désignée sainte par l'Église épiscopale de façon posthume. Alors là, c'est important d'expliquer que les saints de l'Église épiscopale sont assez différents de la représentation classique influencée par le catholicisme des saints. C'est-à-dire qu'on devient saint dans l'Église épiscopale, non pas parce qu'on a fait un miracle, mais parce qu'on a eu une vie exemplaire. C'est-à-dire qu'on estime que la personne, de par son engagement et spirituel et dans le monde, peut servir d'exemple à tout un chacun. Je dois dire, c'est une approche que je trouve assez séduisante, parce qu'on ne nous met pas quelque chose qui est absolument hors d'atteinte, où on doit voilà, faire des miracles. Moi, je ne sais pas faire des miracles. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas. Par contre, m'engager dans des luttes pour une société plus juste, ça, c'est à la portée de tout le monde, en fait. Et, donc, je trouve que c'est un bel exemple. Et ce que je trouve aussi très chouette, c'est que donc, au moment où elle a été reconnue sainte par l'Église épiscopale, c'était en 2012, on connaissait aussi la vie privée de Paul Murray. C'est-à-dire que l'Église n'a pas été intimidée ou gênée par cet aspect de sa vie. C'était extrêmement explicite à l'époque. Et si vous voulez le noter dans vos calendriers, donc elle a son jour, hein, c'est le 1er juillet. Voilà. Donc le 1er juillet, vous pouvez ajouter Polymérée à vos prières ou à votre source d'inspiration. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Je me permets juste de répéter la question pour Oui, être sûr bien qu'il sûr, est dans le micro. C'est une question sur l'autrice. On voudrait savoir son parcours et surtout la démarche qui l'a conduite à travailler sur Polymurée. Ok. Alors,
j'ai fait plein de boulot, un peu comme elle, donc ça déjà je savais. Mais entre autres, alors par rapport à l'écriture, je vais essayer de. J'ai toujours voulu écrire, mais j'ai beaucoup de manuscrits qui sont dans mes tiroirs, qui ne sont pas allés beaucoup plus loin que mes tiroirs, et c'est très bien comme ça. Et par contre, après, j'ai beaucoup écrit sur le théâtre. J'ai travaillé pendant 10 ans comme critique de théâtre, et là, je pense que j'ai commencé à écrire de façon un peu plus agréable pour les lectrices intéressées. Donc il y avait ce bagage-là au niveau de l'écriture. Il se trouve qu'effectivement, ça devait être dans les années vers 2007-2008, j'ai rencontré l'Église épiscopale. Je me suis fait confirmer au sein de l'Église épiscopale. Je suis bilingue. Je dis ça parce que ça fait partie de toutes les options qui ont fait que je pouvais être une bonne personne pour écrire ce livre. Euh, Qu'évidemment, le côté queer de la force, ça me parle. Et le côté féministe aussi, étant militante féministe. Après, comment j'en suis arrivée par là? C'est entre autres à cause, je vais dire à cause, hein, juste pour te taquiner de Johan, ici présente. Parce qu'en fait, c'est vers toi que. Enfin, Eric avait commencé à parler du projet d'écrire sur la vie de Polymuret avec toi. Mm. Et j'étais en plein dans ce questionnement qu'il ne fallait pas parler à la place de. Mm. Et mon premier mouvement, j'ai pensé, c'est passionnant et formidable. Et après, j'ai pensé, non, ça doit être quelqu'un de queer. Et après, j'ai pensé, mais il faut que je fasse une proposition. Parce que si je dis non, parce que je ne suis pas queer, c'est-à-dire, d'ailleurs, je sentais qu'il était un peu étonné que je ne sois pas si heureuse, parce que, en fait, j'ai essayé de placer un truc. J'essayais d'être publiée pour quelque chose et il m'a dit ok, mais alors dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais. Enfin voilà, on essaie de trouver un win-win. C'était très bien d'ailleurs. Et là, d'un coup, j'ai pensé, mais bien sûr, il y a d'elle. Voilà. Ce qui était sympa. Et de façon un peu concomitante, parce que c'est vrai que je cite pas l'épisode avec Johan, qui est un peu plus du relationnel comme ça, mais ça, j'en parle dans l'intro du livre. Il se trouve que j'avais regardé Une femme d'exception, le film Une femme d'exception, qui est sur la carrière de Ginsberg, donc qui a fini à la Cour suprême. Et il y a une scène où tu vois Polymeré dedans. Et en fait, scène d'ailleurs qui n'a jamais existé. Elles se sont croisées, mais cette scène-là, elle n'a pas eu lieu. Et ça m'avait vachement interpellée. Je m'étais dit, non mais attends, on voit bien que Ginsberg, elle est en train de galérer en tant que femme pour essayer de faire sa place dans ce milieu qui est extrêmement le boys club, quoi, tu vois. Et, euh, et là, sa référente, son aînée, non seulement c'est une femme, mais elle est noire. Et il se trouve que, voilà, à peu près au même moment, tu vois, il y a Johan qui me dit, ah, il y aurait ce projet-là, est-ce que ça peut t'intéresser? Je me suis dit, ah ouais, non, moi j'ai envie de fouiller là, ouais, ouais, clair. Et ce qui me permet d'ailleurs d'aborder un. Parce que je pense que c'était très juste ce que tu disais par rapport aux personnes concernées. Moi, ça m'a beaucoup interrogée d'être une blanche qui écrit sur une personne noire. Euh, j'ai pas de bonne réponse d'ailleurs à ça. Je pense qu'il y a plein de très mauvaises raisons pour lesquelles effectivement c'est maintenant aujourd'hui une femme blanche qui écrit sur Polymeré. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé dans mon approche la plus humble possible par rapport à ces combats et de m'effacer en tout cas en tant que autrice derrière le personnage en me disant c'est elle qui doit briller. C'est la personne qui doit rendre visible, c'est vraiment elle, quoi. Donc c'est la façon dont j'arrive à me dépêtrer un peu de ça. Ouais. Je veux dire, pour Sur son identité de genre, parce que c'est quand même assez intéressant. Tu la genres tout le temps au féminin. Est-ce que dans son. Et puis pourtant, tu disais qu'à partir de l'âge adulte, elle se fait appeler Paul. Est-ce que elle s'est fait genre masculin aussi dans sa vie ou, Non. Est-ce que nous, on peut alterner Ouais, ouais. C'est, tu vois, même quand je faisais la communication pour parler de cet événement, j'avais l'impression de la mégenrer en fait tout le temps en disant elle. Je comprends. Surtout qu'il y a des photos extrêmement androgynes qui circulent. Ouais. Alors l'épisode Paul, c'était vraiment une petite année au lycée, quoi. Tu vois. Après, ça a été Pauline.
c'est vrai que j'ai tendance à genrer au féminin parce que pendant toute sa vie adulte, en vrai, elle s'est fait genrer au féminin. Souvent pas par un choix de reconnaissance, mais plus par obligation professionnelle. C'est-à-dire que dans le milieu où elle évoluait, je pense que c'était déjà un peu un oiseau rare. Si en plus elle avait demandé à appelez-moi monsieur, dites il, c'était fini, quoi. Sa carrière s'arrêtait immédiatement. Et une fois de plus, on est à une époque où ça se faisait pas vraiment, quoi. C'était même pas réfléchi. Euh, donc j'ai comme tous ses écrits elle-même, tu vois, dans son biographie, elle parle d'elle au féminin aussi. Après, elle dit aussi que son plus grand soulagement, en fait, elle s'était fait refuser de Harvard, mais 20 ans plus tard, elle a eu son doctorat à Yale, excusez du peu, l'autre plus grande université américaine, et que donc quand tu as un doctorant, on t'appelle docteur. Elle a dit, ça y est, je peux lâcher les Mrs. ou les Miss, c'est bon, je suis docteur Polly Murray. Et ça, c'était clairement une façon pour elle d'effacer un petit peu son genre, d'insister. Et même quand elle a enfin, quand elle a été nommée prêtre, elle continuait de se faire appeler docteur Polly Murray. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, ouais. Si vous avez des commentaires, d'autres questions. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'elle avait des relations avec, enfin, des discussions avec d'autres féministes noires comme Audre Lorde par rapport à l'intersectionnalité ou... Alors, moi, j'ai trouvé aucune trace de ça. C'est une bonne question parce qu'effectivement, elles ont traversé une partie de une époque commune. Non, mais pas à ma connaissance. En fait, elle a fait beaucoup de militantisme auprès de blancs, en fait, et de blanches spécifiquement par rapport au féminisme. Ouais. Mais ça aurait été intéressant, hein, qu'elles se rencontrent. Ouais. On aurait voulu être... Ouais. Voilà. Jusqu'à quelle heure? C'est à peu près bon, là, non? Ouais, je pense que ça m'a parlé. Ouais. C'était intéressant. Il y a encore des questions? Non, pas dans le chat. Très bien. Dans ce cas-là, je vais pouvoir remercier encore d'elle de nous avoir fait le plaisir de venir et d'expliquer son livre. Ah, il y a une question qui est apparue, non? Ah, oui. Moi, j'ai rien. Ah, pardon, oui. Alors, attendez. Comment je... Pourquoi est-ce que ça ne... J'entends rien? Je ne sais pas comment... T'as rien à faire, hein. Ben là, ouais, elle parle, mais j'entends rien. Non, je parle pas. Hein. Ah oui. C'est bon. On vous entend? Là, vous m'entendez? Oui, super. Bonjour à tous et toutes. Des questions de précision. En fait, qui était-elle? Une personne intersexuelle, une personne transgenre, ou queer? Peux-tu un peu définir tous ces termes-là? Merci. Vaste question. Définir les... Parce que elle, c'est ce que j'ai dit, C'est en fait. une personne transgenre qui pose la question. Pardon? C'est une personne transgenre qui pose la question. Oui. Pardon, hein, peut-être que j'ai mal saisi la question, mais en fait, j'ai pas énormément de choses à rajouter que ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, vu l'époque où elle a évolué, c'est très difficile de savoir où elle se positionnerait elle-même si elle vivait de nos jours. Et que, en tout cas, moi, je me sens pas l'autorité de le décider à sa place. Parce que peut-être que ça éclaire un peu cette question aussi, c'est qui va aussi éclairer pourquoi je suis aussi résistante à la positionner aussi clairement. C'est qu'en étant, donc elle est morte en 1985, quand même entre 1970 et 1985, aux États-Unis, le mouvement LGBT, on n'avait pas encore le cul à l'époque, mais voilà, on y arrive, il commençait à se faire bien entendre. Or, elle s'est pas vraiment positionnée là-dessus. C'est-à-dire qu'elle aurait pu aussi se saisir de cette ouverture d'esprit qui se faisait au sein de l'Amérique pour dire ah mais oui, en fait, je suis transgenre. Mais non, elle l'a jamais fait non plus.
Moi, ça fait partie des choses qui me font un peu hésiter sur le fait de lui coller une étiquette. Et une fois de plus, hein, je sais pas quelle est la bonne réponse en fait à cette question. J'aimerais beaucoup l'avoir, mais je sais pas quelle est la bonne réponse. Merci pour En votre fait, temps. elle était elle. Voilà, elle était elle, c'est sûr. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus Et d'autres ça, questions. pardon. Donc, sa particularité, quand même, l'a amené à s'intéresser à toutes les autres diversités. Je ne sais pas si c'est sa Non? particularité. Par contre, j'ai une hypothèse qui est toute personnelle, qui fait aussi que du fait qu'elle ne se reconnaissait pas en tant que femme, que du coup, elle ne s'est pas non plus glissée dans le moule de ce qui était censé être la féminité et aussi de tout ce qu'on faisait pour brider les femmes à cette époque, notamment au niveau de l'éducation, notamment au niveau de capacité de travail. Comme elle ne se vivait pas en tant que femme dans sa tête, je pense que ça lui a d'autant plus permis d'oser s'imaginer qu'elle pouvait étudier, qu'elle pouvait faire un doctorat, qu'elle pouvait devenir juriste et qu'elle pouvait petit à petit essayer de faire changer la loi de son pays. Peut-être que si elle s'était sentie complètement comme une femme de façon classique, avec tout ce que ça impliquait en étant élevée à cette époque-là, elle ne se serait pas autorisée tout ça. Donc oui, d'une certaine façon, je pense que ça a influencé. Tu iras à la retraite du CC. Très bien. Eh bien donc, je réitère mes remerciements à Adèle. Je vous remercie, vous, en ligne, et puis vous, public présent. Et je vous dis donc dans un mois, est-ce qu'on peut faire déjà un petit peu... Ah oui, non, mais une chose, oui, le livre, quand même, une petite page de pub, quand même. 13 euros, il est à vendre ici d'ailleurs. 13 € pour un livre aussi dense, c'est quasiment donné. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc on le vend ici aussi. Ne repartez pas sans votre exemplaire. Il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Il peut être caché, là. En plus. C'est vrai. Bon, pas par polyméré, mais. Voilà. On va déterrer son. Ça a retenu son facile. Merci à vous. Je coupe. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.